Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'épisode 3 de Daredevil Born Again. Donc épisode sur le procès de White Tiger. Et donc comme d'habitude vous avez le timecode. D'abord je vais donner mon avis général sur l'épisode, passer personnage par personnage, et les théories pour la suite, comme toujours. D'ailleurs je tiens à signaler que j'aurai une petite section bonus à la toute fin de la vidéo, où je rajouterai quelques commentaires par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, sur les 2 premiers épisodes, où je clarifie 2-3 trucs. Voilà donc comme d'habitude il n'y aura que du spoiler donc... Vous êtes prévenus, évidemment. Et commençons tout de suite avec mon avis général, qu'ai-je pensé de cet épisode. Et bah la dernière fois, vous le savez, j'étais pas mal déçu, surtout par le premier, qui reste une très mauvaise entrée, je trouve, à la série. Un épisode 2 qui était un petit peu meilleur, mais pour l'instant, comme j'ai dit, qui ne raconte pas grand-chose d'intéressant. Et ça reste toujours valable à l'heure actuelle. Mais cet épisode 3, quand c'est bien, je le dis, et pour le coup, c'était très bien. Franchement, j'ai même adoré l'épisode. Un épisode qui racontait quelque chose de très intéressant. Des scènes qui mettent beaucoup de tension, je trouve, malgré l'absence de scènes d'action, ce qui est assez logique dans cet épisode en plus. Une histoire racontée sur un Hector, un parallèle avec Matt Murdock, bref, on va y revenir après, plus en détail bien sûr. Mais j'allais dire, que demander de plus ? Alors d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je pense que vous savez un petit peu l'histoire. Donc Born Again a eu une production compliquée, vous le savez, il y a eu 6 épisodes tournés, puis 3 qui ont été rajoutés, donc 1 au début et 2 à la fin. Et on sait qu'ils ont fait quelques ajustements sur les autres épisodes. Des petites scènes bonus, surtout avec Vanessa par exemple. Et pour l'anecdote, c'était à l'époque, il me semble, fin 2023, ou mi-2023, je sais plus exactement, que Marvel, vous savez, avait regardé les épisodes qui avaient été tournés. Et les rapports disaient que c'était très mauvais, que Marvel trouvait ça nul, que carrément c'était pas regardable. Et un de leurs plus gros, on va dire, arguments, c'était justement cet épisode 3, l'épisode du procès de White Tiger, où apparemment Marvel s'était endormi devant, vraiment nul, tout ça. Et j'ai envie de dire, bah dis donc, si ça c'est la version mauvaise de Born Again, et ben j'ai envie de dire que je regrette qu'on ait corrigé la série, parce que pour l'instant, le seul épisode je trouve qui était vraiment mauvais, en tout cas pas tout n'était acheté, mais en tout cas l'introduction était vraiment mauvaise, bah c'est l'épisode 1, la version entre guillemets corrigée de la série. Et donc bah je trouve ça assez paradoxal que donc la fameuse mauvaise version, pour l'instant c'est ce que je préfère de plus de toute la série. Donc ouais, on a un gros problème j'allais dire avec Marvel Studios comme d'habitude. Donc pour eux, dès que ça parle et que c'est intéressant et que ça raconte quelque chose, c'est nul. Dès qu'on a de l'action dégueu en CGI absolument pourri qui raconte rien et qu'on bâcle la mort d'un personnage, là c'est très bien. Bref, ce qui m'inquiète d'ailleurs de plus en plus pour la suite de Born Again et en particulier la saison 2, mais bon. Bref, ça c'était un petit point qui m'a fait rigoler. Je suis curieux d'ailleurs d'avoir votre avis aussi par rapport à ça. Mais donc l'épisode, bah, comme j'ai dit, pour rester en général, j'ai adoré. On a un épisode, comme j'ai dit, focus tribunal. Vraiment, j'ai même focus avocat pour Matt Murdock, ce qui est assez logique, c'est son métier. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que pour le coup, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de vraie scène de tribunal avec Daredevil. Bah, ça faisait vraiment, on va dire, depuis Defenders, parce que bon, dans la saison 3, même si c'est totalement justifié, évidemment, Matt Murdock n'était pas trop présent en avocat, excepté à la fin, même si on n'a pas eu de scène, on va dire, à la cour, quoi, au tribunal. La loi faisait évidemment partie de la saison 3 et c'était même un des points clés. Mais je veux dire, on n'avait pas une scène, je veux dire, de Matt en train de plaider devant un jury, c'est ça que je veux dire. Bon, dans She-Hulk, techniquement, on l'a eu, mais bon, ça dure 2 secondes et c'était très mal fait. J'allais dire, je le compte même pas. Et donc, ça faisait donc depuis Defenders. Et c'était vraiment cool de remettre cet aspect de Matt en avant. On va en reparler après. J'ai trouvé que c'était très bien réalisé, comme j'ai dit. On arrive, j'allais dire, à avoir de la tension, du suspense. Et un peu de stress aussi, faut le dire, pendant tout l'épisode, alors qu'encore une fois, c'est juste une scène de tribunal. Donc ça veut dire que c'est bien fait et que ça marche. C'est vrai aussi que l'épisode est vraiment bien rythmé, je trouve. Comme j'ai dit, on s'ennuie vraiment pas beaucoup. Le passing est beaucoup mieux, un peu plus... On prend plus son temps, même s'il se passe des choses, ça veut pas dire on fait rien. Comparé aux 2 épisodes où je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses, beaucoup trop vite, trop rushé, on a le temps de rien faire. En fait, il se passe 10 000 choses à l'heure, mais en même temps, on n'approfondit rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, dans cet épisode-là, je trouve que c'était bien mieux fait, pour le coup, il est beaucoup plus dans le rythme, j'allais dire. On en reparlera pour White Tiger plus précisément, mais les témoignages et tout, c'était vraiment stylé, kiffant. Et évidemment, on est très content à la fin de l'épisode. Enfin, temporairement, évidemment, vu la fin, je veux dire vraiment brusque, pendant les dernières minutes, qui font très mal au cœur, bien sûr. On va y revenir après. Le seul point faible, j'allais dire, de cet épisode, selon moi, c'est le côté Fisk, justement, alors que pour les 2 autres, je trouvais que c'était plutôt le point fort. Alors oui, il est beaucoup moins mis en avant dans cet épisode, et c'était bien normal, mais c'est vrai que là, pour le coup, l'histoire avec Red Hook, on va en reparler... Bon, pour l'instant, c'était pas passionnant, quoi. Je veux dire, dès que c'était ces scènes-là, je me disais, allez, on retourne à White Tiger, là, parce que, voilà, on s'ennuie un petit peu, je trouve. Mais c'est temporaire, je sais bien. Mais c'est un peu mon seul petit point noir de l'épisode, voilà. Mais voilà, vous voyez, enfin, je veux dire, parce que la dernière fois, je sais que pareil, beaucoup de gens m'ont insulté, on va en reparler à la fin de la vidéo, ça m'a fait bien rigoler. Encore une fois, restez un petit peu objectif. La dernière fois, si j'ai eu autant d'insultes et tout ça, c'est parce que, en vrai, j'ai tapé là où ça fait mal. Je vous ai dit une vérité qui vous a dérangé, enfin, pour certains. Encore une fois, vous avez le droit d'aimer, c'est pas la question. Objectivement, l'introduction était mauvaise. Parce que personne n'a pu me contester ça dans les commentaires.
Et quand je vous dis ce qu'on aurait pu faire à la place, pareil, la plupart étaient d'accord avec moi parce que vous savez que c'est vrai. Donc voilà, encore une fois, la dernière fois, c'était pas bon. Là, pour le coup, on remonte bien même. Si ça peut rester à ce niveau-là pendant le reste de la série, bon, pas que des scènes tribunales bien sûr, mais là, pour le coup, oui, c'est assez intéressant. Donc voilà, j'allais dire maintenant, on va passer au personnage, mais si je devais noter, ouais, cet épisode pourrait facilement se rapprocher d'un 8 sur 10 pour moi. Pas le meilleur qu'on ait eu, hein, et même pas du tout le meilleur épisode qu'on ait eu pour Daredevil en général, même si on compte Netflix, mais bien au-dessus des 2 premiers épisodes. Et quand on sait que c'est la soi-disant mauvaise version et le mauvais épisode entre guillemets, bah encore une fois ça m'inquiète un petit peu pour la suite, mais bon. Mais donc passons maintenant au personnage, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer pas par le personnage principal, mais par la star de l'épisode, White Tiger, Hector Ayala. Et que dire, j'ai adoré le personnage. J'allais dire pour commencer un petit peu à part, hein, je trouve que ça faisait extrêmement plaisir de retrouver un vrai héros dans le MCU. Parce que ça, bon, c'est vrai que je le garde un peu pour une vidéo à part, je dois vous l'avouer, un petit spoil, entre guillemets. C'est que je trouve que le MCU a un gros problème avec les super-héros, et en particulier à l'heure actuelle. Dans le sens où pour moi, je reviendrai plus en vidéo dédiée bien sûr, mais on n'a pas de vrais super-héros dans le MCU. Par là j'entends des justiciers, quelqu'un qui met un masque et qui va sauver des gens. Si vous réfléchissez bien, dans le MCU, on n'a vraiment plus beaucoup ça. Les seuls qui restent, j'allais dire, c'est peut-être Daredevil et Spider-Man. Il y en a d'autres, on peut en parler, mais c'est un peu contestable, bref. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais Hector Ayala et White Tiger, c'est donc la première fois depuis longtemps que je retrouve un vrai super-héros, un vrai justicier, quelqu'un qui juste sort de chez lui, met un masque, oui, parce que dans le MCU, je rappelle, quasiment personne n'a d'identité secrète, et ça c'est un problème pour moi. Et là on retrouve enfin ces thématiques bien abordées, le danger, le fait qu'il se mette en danger, qu'il peut mourir chaque fois qu'il sort de chez lui, et ça fait plaisir, vraiment, j'insiste un peu sur ça, j'espère que certains vont voir là ce que je veux dire, mais vraiment c'était un vrai super-héros. À l'ancienne, j'allais dire presque. Comme je dis, la plupart des super-héros du MCU, si vous remarquez bien, bah, ils sauvent pas beaucoup de gens, ou alors ils vont juste, ils obéissent juste au gouvernement, c'est des soldats en fait ces gars-là. Les Avengers par exemple, c'est ce qu'ils sont devenus au fur et à mesure, quelque chose que j'aimais pas beaucoup. Alors oui, vous allez me dire, ils sauvent des gens techniquement quand ils vont affronter Thanos, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire, ils sauvent pas des civils. Je veux dire de façon concrète. C'est plus ça que je voulais dire. Sam Wilson par exemple, Captain America, c'est pas un super-héros, c'est un soldat de l'armée américaine dans le film. Il n'a pas d'identité secrète, bref, là je prends lui en exemple, mais ça vaut pour tous les autres, vous comprenez. Donc vraiment, j'insiste sur ce point, ça faisait vraiment plaisir de voir un super-héros, et de voir les conséquences de ses actions, le bien qu'il fait aux gens. C'est pour ça que toute la scène du témoignage à la fin m'a vraiment marqué, c'est qu'encore une fois, on revient à des choses banales, des choses concrètes. Des gens qui allaient mourir dans un feu, hop, ils ont été sauvés par White Tiger. Pareil, la femme qui dit elle allait se faire agresser dans une ruelle, hein, ou peut-être plus d'ailleurs, hop, sauvée par White Tiger. Encore une fois, vous voyez ce que je veux dire, on se remet à un niveau plus concret. Quelque chose de réaliste, quelque chose en fait qui peut arriver n'importe quand surtout, dans la vraie vie. Donc vraiment je trouve ça touche et ça marque. En particulier, quand même les policiers après on peut voir, le considèrent comme un allié et même en font son éloge. Bref, j'ai vraiment adoré du coup toute cette partie, encore une fois l'impact qu'a un justicier sur la ville et son entourage et même sur les gens. Et c'est là que du coup j'ai un petit regret par rapport à White Tiger. Alors c'est pas vraiment un défaut complet que je donnerai à la série, mais un petit peu, c'est le fait que du coup, bon on va en reparler mais avec la fin de l'épisode, on n'aura jamais eu Hector Ayala en action. Parce qu'en vrai, oui, qu'est-ce qu'on a eu dans la série? Une petite scène où on le voit dans une caméra de surveillance, dans une épicerie. Oui, ça a été tourné en reshoot, ça veut dire que cette scène n'existait même pas à l'origine. Et en vrai, on voit que dalle, hein, ça dure même pas une seconde, c'est pas une vraie scène, c'est ça que je veux dire. Il a sauvé quelqu'un sur les quais de métro, en effet, oui, ça c'est très bien. Mais je veux dire, il était pas en costume. Et à la fin de la GR de l'épisode, il remet enfin son costume et tout ça, mais on n'a pas eu le temps de le voir. J'allais dire, si ça avait été fait sur Netflix, je pense qu'on aurait au moins un épisode où on aurait pu le voir en action concrète. Et du coup, c'est un peu mon regret, vous voyez ce que je veux dire? Je ressens l'impact et tout, mais c'est dommage de pas l'avoir vu du tout en action, en fait. Et encore, j'ai l'air même de même pas avoir vu ses pouvoirs, parce que oui, il a donc bien ses pouvoirs, ça a déjà été confirmé dans l'épisode 2, et ça, du coup, on le verra jamais. Alors oui, White Tiger en tant qu'entité a un avenir, on va en reparler en théorie, bien sûr, hein, je pense que vous voyez où je vais en venir après, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Petite occasion manquée, en fait. À part ça, comme j'ai dit, bon, la scène du tribunal était super cool. Tout l'aspect avec le témoin, évidemment, qui se défile à la dernière seconde, c'était frustrant, et ça met le stress. Le fait que Matt dévoile son identité aussi, c'était un petit peu marquant et choquant. D'ailleurs, fun fact, parce que pratiquement toute l'intrigue là, de cet épisode-là, bah, elle avait déjà leaké en fait il y a pas mal de temps, c'est en 2023 je crois. Et je vais vous l'avouer, bah, je l'avais lu évidemment. Mais même en sachant dans un coin de ma tête ça m'est totalement sorti de la tête pendant l'épisode et je me souvenais plus de ce qui allait se passer et du coup ça a fonctionné très bien sur moi. Voilà. Donc vraiment c'était très cool. Pareil, le petit moment où on attend la décision du verdict, assez stressant, vraiment cool. Et on est vraiment heureux pour lui quand il est reconnu, j'allais dire au final à sa juste valeur, et récompensé pour son héroïsme au final. C'est vraiment cool. Toute l'histoire aussi avec sa plage là qu'il veut revoir évidemment, bon, c'était très triste, très touchant surtout quand on la verra pas. Et la fin évidemment de l'épisode était très brusque. Je pense que ça c'est ce qui vous a le plus choqué de l'épisode. Bon, malheureusement entre guillemets pareil, ça je le savais puisque ça a été retourné en 2024, on a vu la scène.
sur le tournage. Alors ça pour le coup, oui, contrairement à Foggy où la dernière fois je me suis plaint, Foggy, encore une fois, certains n'ont pas compris les choses. C'est pas juste que j'ai regardé le tournage, plein de gens m'ont dit tu t'es spoilé tout seul. Mais bien sûr que non. Quand c'est des gens en interview de la série comme Charlie Cox ou d'autres qui nous disent que Foggy va mourir, encore une fois, c'est pas moi qui me suis spoilé, c'est eux qui ont voulu que je sache ça avant l'épisode. Vous comprenez la différence ou pas? Bah maintenant j'espère que oui. White Tiger, ils nous ont jamais dit qu'il allait mourir. Donc ça, c'est de leur faute, entre guillemets, de pas d'avoir montré ça en plein tournage devant tout le monde. Et tout ça, et que je l'ai vu, mais après, si je l'ai vu, c'est mon plein gré. Donc là, je me plains pas, entre guillemets. Mais ça marchait quand même très bien. Évidemment, mort très brusque, très frustrante surtout, vu qu'après, il venait d'être sauvé. Et vraiment, c'est violent, quoi. Il est là, l'instant d'après, il est mort. Et surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il n'y a pas de musique. J'en ai pas parlé la semaine dernière, mais la fin de l'épisode 2, c'était un petit peu ridicule, le fait que Matt s'énerve et tout, et qu'on ait une musique pop, je sais pas quoi, juste après, c'était vraiment ridicule pour le coup. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont le délire à mettre des musiques comme ça à la Guardian de la Galaxie, entre guillemets, en plein milieu des épisodes. Bref, ça, c'est un style que j'aime pas du tout. Mais pour le coup, là, dans cet épisode-là, il y avait pas ça, et c'était très cool. Vraiment, fin, brusque, silence, puis les grenouilles, là, dont il parlait avant. Là, ça marche, c'est impactant. Surtout avec le discours de Fisk juste avant et tout, bref, gros impact. Évidemment, bon, je pense que ça me paraît évident pour tout le monde, mais c'est pas le Punisher qui a tiré sur Hector. C'est évidemment un flic corrompu, on peut le voir rien qu'au logo déjà. Et je veux dire, de toute façon, vous le savez, hein, c'est déjà mis en place dans l'épisode, avec tous ceux qui ont le logo du Punisher en tatouage. Je veux dire, évidemment que Frank n'a rien à voir avec ça. Donc vraiment, White Tiger, j'ai adoré le personnage. Est-ce que c'est peut-être lié au fait que l'acteur est mort aussi? Parce qu'en vrai, ça rajoute un petit point émotionnel quand on sait que l'acteur est mort et qu'on le voit dans l'épisode. Peut-être que ça a pu m'influencer, mais je trouve quand même que c'était très réussi et que j'aurais aimé le personnage quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est vrai que du coup, je me demande qu'est-ce qui était prévu pour White Tiger. Alors de ce qu'on sait, à l'origine, il devait toujours mourir dans la série, ça a toujours été prévu. Mais je me demande comment, parce que du coup, comme j'ai dit, la scène où il se fait tuer là, ça a été fait en reshoot. Donc je me demande de quelle manière, en version originelle, il mourrait. Peut-être que c'était plus violent, peut-être qu'il y avait l'acteur et qu'ils se sont dit qu'il fallait pas montrer son visage, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Le combo, personnage qui se fait tuer plus l'acteur qui est mort dans la vraie vie, ouais, ça fait un petit truc. Mais voilà. En tout cas, maintenant on passe à Daredevil, j'étais un petit peu long, Matt Murdock dans cet épisode. Alors, comme j'ai dit, un truc que j'ai aimé, j'en ai parlé plus tôt, c'est le fait qu'on revoit Matt devant, un tribunal, et qu'on le voit plaider, et on voit quand même son talent. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, bon après c'est totalement, repompé si je puis dire, avec Defenders. D'où, comme j'ai dit, toujours le problème de l'arc de Matt dans cette saison, c'est littéralement son arc de Defenders. Un proche qui meurt, Elektra Foggy, et il arrête d'être Daredevil, et il se concentre sur son métier d'avocat. Mais bon, bref. En tout cas, c'était quand même très cool de le voir un peu se défouler, on va dire, au tribunal. Justement, c'est là qu'il se rattrape par rapport à la frustration qu'il a dans la vraie vie et l'agressivité. Donc je trouvais que ça marchait très bien dans cet épisode-là. On le sent, il est à bout de nerfs par moment, très frustré et c'est compréhensible. Il y a d'autres choses que j'ai plutôt aimé aussi. Déjà, évidemment, c'est toutes ces discussions avec Hector Ayala, les parallèles entre les deux. Le fait même les leçons qu'il lui donne sur le fait que ça va lui faire du bien d'arrêter d'être White Tiger. Bref, tout ça, je trouvais que c'était très cool. Et ça le remet en lumière, encore une fois, quand White Tiger lui dit que c'est son destin, que c'est pas lui qui l'a choisi. Évidemment, ça lui rappelle que c'est la même chose pour lui avec Daredevil et que ça va inévitablement le ramener vers là. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il dévoile son identité. Certains peuvent dire que c'est un petit peu brusque, voire même un petit peu étrange venant de la part de Matt de faire ça. Bon, je trouve que dans l'épisode c'est totalement justifié. Il est poussé à bout et il sait que c'est la seule façon qu'il a en vrai de lui épargner la prison. Et en techniquement parlant, de lui sauver la vie, parce qu'en prison j'imagine qu'il aurait pas fait long feu, Hector. Donc, même si oui c'est brusque, oui il aurait dû lui demander et tout, ils le disent dans l'épisode, je trouve que quand même c'était en le personnage de Matt de faire ça. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'ils défendent pour la deuxième fois un justicier avec Punisher avant, c'est drôle. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les petites scènes avec le flic corrompu, quand il se croise dans les toilettes là, du tribunal et où il fait un peu le malin et tout, j'ai bien aimé. Le fait qu'après au tribunal, ils lui disent son petit dicton box, évidemment, ça fait plaisir et ça rappelle Jack Murdock, forcément son père. Donc vraiment, j'ai bien aimé, ça fait vraiment partie du personnage, c'était très cool. D'ailleurs, c'est vrai que le flic corrompu là, dis donc, il s'est remis bien vite de s'être fait tabasser parce que genre là, il s'est quand même pris des gros coups. Même des gens croyaient qu'il l'avait tué, bon évidemment non, même moi je savais qu'il l'avait pas tué, mais quand même, c'est vrai que le gars il m'a l'air quand même bien en point vu ce qu'il s'est pris, mais bon. Une petite scène aussi qui m'a fait rigoler, c'est quand ils vont voir le juge d'ailleurs qui est joué par un gars de Punisher, et c'est pas le seul, hein, il y a donc un gars d'Agent of Shield aussi, et un autre encore de je sais plus quelle série, bref, il y a beaucoup d'acteurs réutilisés, c'est assez drôle. Mais bref, quand il va voir le juge, et qu'il s'embrouille, le procureur, à un moment, Lucas, vous êtes hypocrite chez Murdock et Associés, et en fait c'est assez drôle parce que Murdock et Associés c'était le nom de sa firme d'avocat dans l'ancienne version de la série, avant les reshoots. Du coup c'est un faux raccord en fait, puisque désormais c'est Murdock et McDuffie. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. J'ai bien aimé aussi les petites références à Foggy quand il est avec Heather Glenn. D'ailleurs, fun fact, je pense que du coup c'était la première fois qu'on entendait parler de Foggy dans l'ancienne version. Parce que je rappelle, ces deux épisodes-là, enfin l'épisode 2 et 3, étaient l'épisode 1 et 2 à l'origine. Donc je pense que là c'était la mention que Foggy est mort, et c'est la première fois qu'on aura entendu parler dans la série.
Donc je trouvais ça assez touchant. Et enfin, on ressent encore un petit peu le deuil de Matt, une des premières fois, depuis l'épisode 1, parce que comme j'ai dit, pour moi même objectivement, la mort de Foggy, c'est une catastrophe scénaristique. On n'a eu aucune conséquence, aucun deuil, aucun parcours de personnage. Et là, pour le coup, c'est un des seuls débuts qu'on ait de pistes par rapport à ça sur le deuil de Matt. Le fait qu'il se rappelle de Foggy, tout ça. Donc j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est bien trop tard, et je sens que ça va être pas du tout développé, malheureusement. D'où l'intérêt que Foggy survive, on va en reparler aussi en vidéo. Néanmoins, il y a toujours un truc, encore une fois, qui me chagrine avec des guillemets, c'est toujours l'absence, encore une fois, de l'église. Et oui, je rappelle encore une fois, c'est un point essentiel du personnage. Et là, en 3 épisodes, toujours rien. Le seul truc qu'on ait eu, c'est une rêve de Heather Glenn, du coup, qui parle de Dieu, et donc ça peut faire un petit sens avec Matt, évidemment. Mais Matt en lui-même n'a rien dit, même pas réagi, tout ça. Bref, je trouve que pour un coup, c'est vraiment très dommage. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est sympa là, c'est quand il va s'asseoir dans le tribunal tout seul et qu'il a la corne. D'ailleurs, je suis presque sûr que cette scène a été faite en reshoot. Toutes les scènes avec la corne, je pense que c'est du reshoot, mais bon, c'est que de la théorie, hein, c'est pas moi qui confirme. Néanmoins, c'est vrai que cette scène-là, même si elle fait sens et qu'elle est dans le tribunal et que c'est Matt qui espère que Hector va se faire acquitter, elle aurait eu beaucoup plus de sens, surtout la manière dont elle est filmée, le fait qu'il s'assoie sur un banc comme ça et tout, s'il avait été dans une église. Encore une fois, c'est Matt Murdock, ça fait partie du personnage. Vraiment, pour l'instant, ça m'énerve beaucoup qu'ils enlèvent toute cette partie, mais encore une fois, bon, c'est Disney, ça paraissait évident. Donc voilà, toujours petit reproche pour l'instant que je peux faire, mais à part ça, Matt était très cool, ça fait plaisir de le voir comme ça, se défouler, on va dire, juridiquement. Et le fait que techniquement, la loi a fonctionné, en tout cas, temporairement. Maintenant, on passe à Fisk. Fisk, du coup, qui, comme je dis dans cet épisode, est un petit peu plus mis en retrait, mais par contre, il y a des choses que j'ai bien aimé. Bon, toujours ces discussions avec Vanessa sont assez cool, ça c'est pas le problème. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il commence à lui dire presque deviens pas une ennemie, quoi, avec le truc qu'elle fait des choses dans son dos. Je trouve ça assez intéressant. Mais après, tout l'arc, entre guillemets, Red Hook, lui, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, qui a été introduit dans Agent Carter, en tout cas mentionné, la série, avant de revenir dans Iron Fist et Punisher. Franchement, j'ai du mal à voir où on veut en venir. Oui, c'est les gangs en gros qui commencent à s'embrouiller parce que personne tient les rênes. Ok, mais je trouve que c'était vraiment pas intéressant dans l'épisode. À moins qu'il prépare quelque chose, j'allais dire, avec Red Hook, le témoin que Foggy gardait, et éventuellement un twist par rapport à Foggy. J'en reparlerai dans une vidéo dédiée hein, par rapport à ça, il y a une grosse théorie sur Foggy. Je vous le tease, hein, mais elle arrivera dans cette semaine. Excepté pour ça, pour l'instant, franchement, je vois pas l'intérêt et c'est un peu ennuyeux. Cependant, un truc que j'ai bien aimé avec Fisk, c'est que là, ça y est, on retrouve enfin, j'allais dire, le méchant qu'on aime mais qu'on déteste en même temps. Parce que Fisk, un point qui était très fort dans les premières saisons de Netflix, c'est qu'on arrivait en même temps à l'apprécier, aimer le suivre, voir ce qu'il faisait, tout ça, mais en même temps, par moments, on le détestait beaucoup. Dès qu'il s'en prenait par exemple à Ben Urich ou même au Punisher, ou bref, tout ce qu'il fait en général, quoi, on avait vraiment un sentiment de haine à son égard. Évidemment, puisque c'est le méchant. Et je trouve qu'on est enfin retourné vers ça, justement, dans cet épisode, avec le fait, évidemment, que tout ce qu'il dit sur White Tiger, quand on sait tout ce qu'il a fait comme acte héroïque, évidemment, ça frustre beaucoup. Et là, j'ai vraiment ressenti, j'allais dire, vous voyez, la petite haine contre Fisk. Quelque chose que j'avais beaucoup dans les premières saisons, et ça m'a fait plaisir. Parce que Fisk, c'est un méchant, faut le rappeler quand même. Donc vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Aussi, évidemment, bon, l'hypocrisie de Fisk, quand il dit que le tribunal peut faire des erreurs et qu'il en sait quelque chose, sachant qu'en vrai, contre lui, il n'y a eu aucune erreur, évidemment, bon, c'est frustrant. Le fait qu'il commence à avoir la haine, de voir que Matt Murdock défend des justiciers aussi, ça je l'ai vu, je pense que ça va être intéressant pour la suite, justement. Et du coup, est-ce que c'est Fisk qui a, on va dire, organisé la mort de Hector? C'est possible. On sait, hein, de toute manière, que Fisk va avoir une brigade anti-justiciers, et qu'en plus ils utilisent des logos du Punisher. Donc est-ce que là le flic qui lui a tiré dessus, il a été engagé par Fisk? Ça peut laisser penser vu la manière dont c'est mis en scène, vous voyez ce que je veux dire, le discours avec Fisk qui dit qu'on va arrêter tout ça, qu'on va remettre les choses en place et à ce moment-là White Tiger se fait tuer, et que Fisk dit qu'il va régler le problème. Peut-être, mais bon, je pense plus que c'est les flics là pour le coup qui ont fait ça tout seuls. Mais on verra. Dans tous les cas, c'est frustrant de voir Fisk dire ça pendant que le gars se fait tuer. Par rapport aux personnages secondaires, je voulais y revenir, bon, on a moins de place ici. Mais je maintiens toujours ce que j'ai dit, pour l'instant les persos secondaires sont vraiment pas étoffés. Kirsten McDuffie, Cherry, comme j'ai dit, pour moi ça aurait dû être Brett Mahoney et Marcy. Encore une fois dans cet épisode ça prouve que ça aurait beaucoup mieux fonctionné avec eux. Mais admettons. Heather Glenn aussi, bon elle apparaît un petit peu, c'était sympathique mais rien d'incroyable. Et toute l'équipe de Fisk, j'allais dire, excepté bon Fisk et Vanessa qu'on connaît, tout le reste est encore très peu développé. Et un petit peu dommage. Bibi Urich aussi, bon on la revoit du coup dans cet épisode vite fait, elle interroge toujours les gens de New York, ça c'est sympa pour le coup comme j'ai dit, j'aime bien cet aspect de la mise en scène, le côté où on fait des interviews sur New York, montrer ce qui se passe dans la ville, c'est très cool, ça je trouve que ça marche bien. Cependant c'est vrai que par rapport même au début de la série, j'avais oublié de dire quelque chose dans mon ancienne vidéo, enfin deux choses, c'est que vraiment toute l'intrigue avec Bibi Urich, elle ne fonctionne que si on a vu l'ancienne série, en tout cas tout ce qui va mener à sa relation avec Fisk.
Parce que si on n'a pas vu l'ancienne série, c'est juste une journaliste qui parle avec Fisk et que Fisk a connu son oncle. C'est vraiment nul, j'allais dire, si on n'a pas le contexte et le background. Donc voilà, je trouve ça pour le coup, vu que la série est censée être vue sans avoir vu l'ancienne, pour l'instant en tout cas c'est plutôt mal fait de ce côté-là, puisque encore une fois on peut pas apprécier cette intrigue si on ne connaît pas Ben Urich. Mais bref, et aussi quelque chose que je voulais dire, la dernière fois et que j'ai oublié, c'est que Bibi Urich, je trouve que l'intrigue aurait beaucoup mieux fonctionné, enfin le peu qu'on en a vu pour l'instant, si Karen Page était encore là. Parce que pour l'instant Karen, elle est pas là, elle reviendra dans les 2 derniers épisodes, ça on le sait. Mais imaginez si toute l'intrigue de la saison avec, comme j'ai dit, l'héritage de Ben Urich, le combat entre guillemets contre Fisk de ce point de vue là, mais ça aurait été bien mieux si Karen avait été avec Bibi Urich et qu'elle l'avait, j'allais dire, formée comme Ben l'avait fait avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été une histoire 10 fois meilleure. Alors oui, l'histoire n'est pas finie donc on verra, mais pour l'instant, ça me paraît être la chose évidente à faire. Pour redonner même une intrigue secondaire à Karen, tout ça. Et aussi pour amener, pourquoi pas, Ellison. Ellison, personnage principal des 3 saisons de Daredevil et qui était le pote de Ben Urich. Bref, tout cet aspect-là, on aurait pu le conserver dans Born Again et donner une nouvelle intrigue du point de vue, j'allais dire, de Bibi Urich. Mais bref, on verra tout ça. On peut noter aussi, c'est vrai, l'absence de Muse. Muse qui est quand même le méchant principal de la saison, qu'on a vu 2 secondes dans l'épisode 2. Donc bref, faudra voir un petit peu. Mais pour l'instant, GR il se fait attendre. Mais bref, maintenant passons aux théories pour la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer déjà dans les prochains épisodes, pour commencer? Je pense que l'épisode 4 va commencer directement avec les conséquences de Hector Ayala. Déjà, Matt, évidemment, va enquêter, on le sait, on l'a vu sur les photos de tournage, il va retourner à l'endroit où Hector s'est fait tirer dessus. Je pense aussi, alors, pareil, honnêtement, ça me paraissait un petit peu tôt au début, mais peut-être que du coup, on va avoir le Punisher dans le prochain épisode. Alors évidemment, c'est pas lui qui a tué sur Hector, j'ai déjà dit, mais honnêtement, j'imagine bien pourquoi pas. Matt, qui en enquêtant commence à comprendre que tout est lié à Frank et à son logo, et que du coup, Matt, qui veut toujours pas redevenir Daredevil évidemment, va voir Frank pour lui demander de s'occuper d'eux. Et les lâcher, on va dire, sur les flics pour qu'il ait pas à le faire. Et en plus, ça correspond à ce que je vous dis, un petit peu à un des dialogues qu'on a entendu dans le trailer où Frank lui dit « Ouais, tu veux que je fasse un truc parce que tu peux pas le faire en gros. » Et en vrai, ouais, Matt qui refuse d'être Daredevil et qui charge Frank de faire à sa place, ça me paraît totalement logique. Mais en même temps, ça me paraît tôt. Comme j'ai dit, le Punisher, je l'attendais beaucoup plus tard perso. On sait qu'il est dans les 2 derniers épisodes, mais à part ça, on sait pas grand-chose. Donc je suis assez curieux et ouais, peut-être que Frank pourra apparaître dès le prochain épisode. Je pense aussi qu'il commencera à mettre en place Muse. Comme j'ai dit, pour l'instant, il est totalement absent de ce début de saison. Et il va peut-être falloir commencer à speeder un petit peu. Comme j'ai dit aussi, je pense qu'on va terminer l'arc Hector. Peut-être mettre en place le nouveau White Tiger. Parce que oui, ça je le gardais aussi pour la fin. Dans cet épisode, on a donc eu la confirmation que Hector à la base vivait avec sa sœur et sa nièce. Alors je rappelle, sa sœur dans les comics c'est Ava Ayala, qui est aussi une White Tiger. Et sa nièce c'est Angela Del Toro. Alors il me semble que normalement l'âge est plutôt inversé. Ava elle est plus jeune que Angela il me semble. Mais là ça semble être l'inverse. Et d'ailleurs il me semble que c'est Angela du coup qu'on voit au tribunal qui est avec la femme d'Hector. C'est assez intéressant d'ailleurs du coup. Bon, petite incohérence entre guillemets. Ça veut dire qu'on a 2 Angela Del Toro dans le MCU. Alors oui elle a pas été appelée comme ça là pour l'instant mais ça me paraît évident que c'est elle. Puisqu'elle était déjà mentionnée dans Jessica Jones et que c'était une enquêtrice privée. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des persos doublons dans le MCU, donc commencez pas à crier, j'allais dire. Et donc, dans le canon, faut juste se dire qu'il y a 2 personnages qui ont le même nom. Voilà. A priori, puisqu'en vrai, on sait même pas si elle s'appelle Angela Del Toro, même si ça me paraît évident que c'est elle. Ou alors, ils ont pris des libertés, ils vont dire que c'est Ava Ayala, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, l'une ou l'autre, on a donc la relève qui est déjà plus ou moins mise en place. Je rappelle qu'il y avait des rumeurs, qu'elle ait une série après, tout ça. Donc, c'est cool, et en vrai, qu'elle soit, j'allais dire, inspirée par ce que son oncle a fait. Ou son frère, encore une fois, ça dépend de qui sera White Tiger. Ça me paraît assez cool. Et ça peut être très touchant vu ce qu'on a vu dans l'épisode. Après, je pense que ce sera pas tout de suite. Au pire, ce sera teasé, je pense, mais pas concret actuellement. Mais bref, j'aimais bien aussi voilà, ces petits clins d'œil. Et au final, ça adapte plutôt bien, j'allais dire, Hector Ayala, puisque dans les comics, il dure pas longtemps non plus. Ensuite, on sait que l'épisode 5, a priori, sera du filler, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que ça a été décrit par les gens qui ont vu la série. Et que ce sera l'épisode de la banque. Donc tout l'épisode du braquage de banque, où il y aura le père de Miss Marvel, tout ça. Donc j'imagine que ce sera là que Matt, donc on va le voir se battre, ça va être assez intéressant aussi. Alors je me demande si tout l'épisode se passe à la banque ou il y aura d'autres choses. C'est vrai qu'un épisode entier où ils sont pris en otage dans la banque, ça pourrait être intéressant, mais on verra. Et encore une fois, Matt va devoir être repoussé, j'allais dire, vers ses instincts. On sait ensuite que dans l'épisode 6, c'est là que Matt va remettre son costume pour la première fois. Bon, ça arrive quand même assez tard dans la série, faut le dire, mais on verra comment ça va se passer, j'allais dire, concrètement. Je pense que c'est là du coup qu'on va vraiment mettre Muse en lumière, et voilà. À part ça, bon, j'ai du côté de Vanessa et Fisk, on sent que les choses vont, je pense, aller entre les deux. Fisk va très vite, encore une fois, retomber dans ses bas instincts, et ce qui fait que Vanessa va être contente, et les deux vont mieux s'entendre, je pense, au fur et à mesure.
Et aussi par rapport à Foggy Nelson, il y a de plus en plus d'indices qui montrent que le personnage est peut-être vivant, ou en tout cas qu'il y a une petite douille par rapport à sa mort. Mais j'en parlerai, comme je dis, dans une vidéo dédiée qui sortira plus tard. Donc abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas fait. Parce que là j'aurai le temps vraiment de plus entrer en détail pour le coup. La vidéo est un peu longue, je préviens. Ensuite, je voulais passer du coup à un petit truc bonus. Je voulais revenir sur des choses que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur Born Again, reparler de certaines incohérences ou de problèmes que j'ai eu et que je maintiens parce que certains m'ont répondu en commentaire et je voulais leur répondre aussi. Alors d'ailleurs, j'ai une flopée d'insultes dans tous les genres, ce qui m'a fait pas mal rigoler parce que ça montre que j'ai raison en général. Quand tu donnes des points valides à quelque chose et que les seules réponses que tu as c'est des insultes, c'est que j'ai touché un point sensible, donc réel. D'ailleurs, tous les points que j'ai dit la dernière fois négatifs, en particulier au niveau de l'histoire et de l'épisode 1, et c'était très mauvais que ça racontait rien, même si les gens ont aimé, je peux comprendre, personne n'a pu me répondre quelque chose d'objectif, pour me dire que j'ai tort, car évidemment on ne pouvait pas, pour le coup. Mais donc oui, par rapport à la semaine dernière, il y avait 2-3 trucs que je voulais clarifier. Par rapport à Bullseye qui survit à sa chute, encore une fois, certains m'ont dit oui, mais il a une colonne vertébrale en métal. Oui, je suis au courant. Ça n'empêche pas que le personnage ne peut pas survivre à une chute. La colonne vertébrale, ça protège pas les jambes, ni la tête, ni la cage thoracique, ni les organes. Donc non, Dex ne peut pas survivre à une telle chute. Je rappelle d'ailleurs, sa colonne vertébrale n'est pas en adamantium, comme certains m'ont dit, elle est en cognium dans le MCU. Métal introduit dans Agent of Shield d'ailleurs pour les non-canonnaires. Petit cadeau. Mais bref, à moins que, entre-temps, ils aient modifié tout son squelette, ce qui n'aurait aucun sens, à l'heure actuelle, non, Dex ne peut pas survivre à une telle chute. C'est une incohérence. Ou en tout cas, pas sans relever, j'allais dire, en 1 an et remarcher aussi vite. Pour le costume, c'est vrai que je voulais en parler aussi la dernière fois, car je l'ai pas mentionné, oui j'aime bien le design, ça va, je préfère celui Netflix, mais ça va. Par contre, ce qui aurait eu beaucoup plus de sens à faire, c'est pour le premier épisode, lui mettre l'ancien costume, celui de Netflix, et qu'il avait aussi dans Echo d'ailleurs. Pourquoi ça aurait été mieux? Parce que comme ça nous aurait vraiment permis de dire au revoir entre guillemets à l'ancienne version, ce que voulait faire le début de l'épisode 1. Et en plus, vu comment le costume de Matt, j'allais dire, est endommagé, je vois pas comment il va en avoir un nouveau tout neuf vers la fin de la série. Enfin oui, je sais qu'il en a d'autres, mais bon. Avouez que ça aurait été 10 fois mieux qu'il utilise son ancien costume pour la dernière fois avec Nelson, Murdock et Page. Ça aurait été bien mieux. Et on aurait eu le reveal du nouveau costume après, ce qui aurait eu, encore une fois, plus d'impact. D'ailleurs, son costume protège que dalle, hein. Le nouveau, il se prend tous les couteaux de Dex et il est blessé. L'ancien costume le protégeait pour le coup, donc je vois pas l'intérêt du nouveau. Mais bref. Pour Fisk, c'est vrai que j'avais pas mentionné, mais encore une fois, on aurait dû s'attarder sur sa campagne, c'est bien trop rapide. On n'a pas vu comment il a récupéré les gens de New York. Et un truc qui aurait été très cool à faire, hein, évidemment, et qui s'inspire des comics, c'est le mettre face à Luke Cage. Ça aurait été archi cool de revoir Luke Cage dans un rôle de campagne de mairie, en particulier contre Fisk. Voir un héros qui est devenu un mafieux, entre guillemets, et l'inverse, Fisk qui essaie de devenir un héros plus ou moins, ça aurait été très intéressant. Et aussi par rapport à la semaine dernière, je voulais dire que les épisodes ne racontent pas grand chose, enfin même quasiment rien, surtout le premier. Et je rappelle aux gens qui me disent oui, c'est que le début de la série. Non, on avait fait déjà le quart avec l'épisode 1 et 2, sachant que, je rappelle, encore une fois, rematez-vous, parce que certains, je vais vous donner des devoirs à faire, parce que là, faut être de bonne foi quand même. Revoyez la première série, épisode 1 et 2. Regardez le nombre de choses et ce qu'on apprend en 2 épisodes. On est déjà attaché à Karen et Foggy. Dans les autres saisons, on est déjà attaché à Frank Castle, à même l'agent Nadim. Mais je repars plus sur la saison 1. En un épisode, on avait donc Nelson, Murdock et Page, plus ou moins, qui avaient déjà été formés. Toute la backstory de Daredevil, avec ces 2 premiers épisodes. De comment il en est arrivé là, de sa relation avec son père, l'église, tout ce qu'on veut. Tout était déjà mis en place. Born Again, je suis désolé, n'a quasiment rien fait de tout ça, même pas 10%, donc faut le dire. Les nouveaux personnages, vous en avez rien à faire. Encore une fois, je le sais, on le sait tous, on sait rien sur eux, c'est pas ouf. Et la CGI, encore une fois, était... Je le redis, hein, l'action du premier épisode, absolument pitoyable, de très mauvaise qualité. Niveau Blade 2, en fait, c'est ça que je voulais dire en vidéo et que j'avais complètement oublié. C'était vraiment Blade 2. Sauf que Blade 2, c'était mieux fait. Et c'était dans les années 2000. Et pour le coup, Blade, lui, au moins, il est surhumain. Daredevil ne l'est pas dans l'MCU. Donc non, pitoyable. J'ai vu certains me dire oui, c'est pour Comics Accurate. On s'en fiche, c'est pas Comics Accurate, le MCU, ça l'a jamais été. Et Daredevil n'est pas surhumain dans le MCU, donc c'est une incohérence. Si vous voulez du Comics Accurate, il y a le film de 2003, si vous voulez. Bizarrement, je croyais que tout le monde détestait ce film, mais d'un coup, tout le monde l'aime quand c'est pour Born Again. Bizarre. Au niveau de l'action, je parle. Je rappelle que Agatha a réussi à faire la plupart de ses trucs sans CGI, hein, alors que ça c'est pour le coup de la magie. Donc voilà, j'en reviens pas, mais encore une fois, She-Hulk, Echo et même Agatha viennent donner une bonne leçon à Daredevil en termes d'action. J'aurais jamais cru dire ça un jour. En tout cas voilà donc pour ces petites clarifications. Mais donc voilà maintenant, on arrive à la fin de la vidéo, j'aimerais avoir votre avis maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? White Tiger, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous étiez choqué par la fin de l'épisode? Je pense que oui, pour la plupart d'entre vous ça vous a surpris. Et c'est vrai que c'était très bien fait pour le coup. Si vous avez des théories éventuellement pour la suite, encore une fois que ce soit Punisher ou quoi que ce soit, voilà, je serais très curieux de vous lire encore une fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, vous avez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.